Bonsoir à tous et bienvenue dans Archeo Toys. Moi c'est Romain et je m'apprête à poser le doigt sur vos souvenirs d'enfance. Parce que nos héros d'hier sont devenus la culture populaire d'aujourd'hui, nous allons encore une fois creuser dans ton coffre à jouets. Quel vilain secret cachent nos héros de plastique préférés? Il y a quelques semaines, nous avions effleuré le sujet de Batman dans une vidéo qui vous a beaucoup plu. Et bien cette semaine, on va s'attaquer à l'autre géant de l'édition américaine. J'ai nommé Marvel et ses mutants. Des jouets Marvel, il y en a des tonnes, au sens propre, et forcément il fallait faire des choix. Mais au-delà de la collection et de mon amour pour le plastique aux couleurs douteuses, quelle influence ces jouets ont-ils eu dans le raz-de-marée super-héroïque que nous connaissons depuis 15 ans? Aurions-nous été conditionnés dès notre enfance pour nous abreuver encore et encore de ces personnages qui nous paraissent aussi neufs que familiers? Car bien avant de squatter nos écrans de cinéma avec la régularité d'un horloger taïwanais, Marvel c'est surtout une maison d'édition new-yorkaise qui a révolutionné le monde du comics. Et pour en parler, quoi de mieux que de faire appel à un spécialiste de la comicologie? J'ai nommé Chris de la chaîne Comic X-Rays. Oh, vous tombez bien, hein, Marvel, la maison des idées, The House of Idées. Là où on reproche souvent aux héros de DC Comics d'être complètement hors de notre monde, Marvel s'est toujours efforcé de descendre les personnages de leur piédestal et d'aborder des problèmes un peu plus proches de ceux de ses lecteurs. Les sujets abordés, comme le racisme ou l'acceptation de la différence, résonnèrent tout particulièrement dans l'Amérique de Martin Luther King. C'est sous la houlette des légendaires Stan Lee, Steve Ditko ou du trop mort pour faire des caméos Jack Kirby que vont naître des titres comme Les 4 Fantastiques en 61, Spider-Man en 62 et bien sûr The Avengers et Uncanny X-Men en 1963. Ces adolescents, menés par le professeur Xavier, tentent de contrôler leur pouvoir et de lutter contre Magneto caché derrière leur cagoule. Bon, tout n'était pas parfait, hein, puisque l'éternel moustachu à lunettes souhaitait appeler cette nouvelle équipe The Merry Mutants. Les joyeux mutants. La loose. Attends, tu n'es pas obligé de souiller ce monument de la BD avec le fiel de tes remarques douteuses. Faute de soulever les foules, les X-Men s'arrêtèrent une première fois en 1970 pour une longue pause qui durera tout de même 5 ans. C'est également en 1970 que Cyclope et ses amis font leur première apparition en France dans le numéro 1 du magazine Strange. Ou Strange, pour les francophones. C'est dans ces années-là que la mythique marque Migo sortira plusieurs gammes de poupées qui resteront dans l'histoire, puisqu'elle mélange les personnages des deux éditeurs concurrents. Fait rarissime! Mais l'affaire ne fut pas très rentable, et le coût des licences, accoudé à quelques erreurs stratégiques, finirent par couler la boîte. A noter qu'aucun élève du Dr Xavier ne fut adapté dans cette collection, laissant place aux 4 Fantastiques, à Hulk ou à l'Araignée, qui eux disposaient déjà de l'adaptation animée. Bon, je ne peux pas m'empêcher de vous faire écouter quelques musiques, y a pas de raison qu'il y ait moi qui souffre. Il attend d'attraper les brigands. Merci, ça suffira comme ça. J'avais presque fini par réussir à les oublier. Les X-Men réapparaissent finalement dans de nouvelles aventures en 1975, sous l'impulsion du scénariste Chris Claremont, qui va faire vieillir les ados mutants de la décennie précédente et leur adjoindre de nouveaux membres, dont le si populaire Wolverine. C'est à partir de ce moment que le titre va connaître un véritable succès populaire. Mais si les ventes de la X-Team sont bonnes, on ne trouve que très peu de produits dérivés, la mode étant plutôt guerrier de l'espace. Il faut attendre le milieu des années 80 pour que les dirigeants de Mattel, alors en plein succès de Musclor, décident d'assurer leur arrière en suivant la mode des jouets de super-héros relancés par Kenner avec ses Super Powers, qui regroupaient aussi bien la chauve-souris, le Kryptonien ou Aquaman. C'est ainsi que les propriétaires de Barbie prirent contact avec Marvel pour un contrat de licence. Mais Mattel n'avait pour ces projets qu'un tout petit budget. En effet, il lui était impossible de disposer d'un dessin animé publicitaire. Bah non, ils ne voulaient surtout pas concurrencer leur géant en slip de cuir, Musclor. Il leur fallait donc une idée. Comment toucher les lecteurs de comics? Musclor était vendu avec une mini BD, et Kenner avait repris l'idée pour ses Super Powers. Mais il ne s'agissait que d'un support de jeu, pour rappeler à des enfants qui n'avaient pas encore internet qui était le personnage et quels étaient ses pouvoirs ou ses origines. Là, le problème était différent. Comment pousser les lecteurs d'un seul personnage à acheter plusieurs figurines? Eh bien peut-être en leur faisant lire directement des publicités, pendant plusieurs mois. Et puis pourquoi pas en mélangeant tous les super-héros dans ces publicités? La demande était forte, d'autant que 10 ans plus tôt, on avait eu la surprise de découvrir des rencontres impossibles comme Superman contre Spider-Man ou Batman contre Hulk. Mais cette fois, il s'agit bien de mélanger un maximum de stars de l'écurie de Stan Lee dans une seule et même histoire. Le rêve de tout enfant qui a mis un jour le nez dans un comics. C'est ainsi que va naître Secret Wars, le tout premier grand crossover Marvel.
Publiés sur un an, les Guerres secrètes, scénarisées par Jim Shooter et dessinées par Mike Zeck et Bob Layton, vont réaliser le rêve de tout enfant, voir tous ces héros se battre ensemble. Oui, rien n'a changé. À grand renfort de tests sur des enfants, les marketeurs du service R&D de Mattel tentèrent de définir tout ce qui était censé être cool chez un gamin de 8 ans du début des années 80. Les cobayes réagissaient positivement aux mots « secret » et « wars ». Le titre était tout trouvé. Le teasing va s'installer sur plusieurs mois avec pas loin d'une vingtaine de numéros de série qui vont être réquisitionnés pour le lancement, prévu en mai 1984. On va pouvoir y retrouver une vingtaine de héros et de vilains envoyés sur le Battle World par une étrange créature omnipotente du nom de Beyonder. Spider-Man, Hulk, Captain America ou encore Thor pour ne citer que, mais aussi James Rhodes qui remplaçait sous l'armure d'Iron Man son ami Tony Stark parti en cure de désintoxication. Oui, c'est assez surprenant, mais c'est vrai. La première série de jouets sort à la rentrée 1984 et regroupe des personnages presque tous présents dans la publication. Des X-Men, on trouve pour la première fois Wolverine avec des griffes clips, très facilement perdables, et qu'on a très facilement perdu. Il y a aussi Magneto qui malheureusement n'a pas de cap. Pour renforcer la coolitude de ces jouets, Mattel ajouta aux figurines un gadget bien inutile, un bouclier et un jeu d'images holographiques. Avec Secret Wars, on est vraiment sur de la gamme moyenne. Étrangement, la publication papier du comics, qui n'est, je ne le rappelle, qu'un support publicitaire purement commercial, va connaître son petit succès. Mattel lance alors en 1985 une série de 5 figurines, qui pour la plupart n'ont jamais mis les pieds sur Battle World, mis à part un repaint de Spider-Man avec son nouveau costume, vous savez, celui qui deviendra une sorte de... Au mois d'avril 85, les héros retournent à leur publication d'origine, non sans modifier la formation de certaines équipes comme les 4 Fantastiques qui verront le départ de la chose. Sentant la bonne affaire, Marvel organise dès l'été 85 un nouveau crossover, intitulé très subtilement Secret Wars 2. Sans le savoir, la Maison des Idées venait de créer un cercle vicieux. Cercle vicieux qui, dans un contexte bien particulier, allait causer sa chute 10 ans plus tard. À la fin des années 80, de nombreuses boutiques spécialisées viennent remplacer les kiosques à journaux d'après-guerre. Voilà près de 30 ans que Marvel faisait vivre ses milliers de personnages, et bien rares sont les lecteurs qui arrivent à s'y retrouver dans les centaines d'histoires. Sous l'impulsion d'auteurs comme Alan Moore ou Frank Miller, les personnages deviennent plus noirs, plus adultes et plus violents. Fini l'insouciance enfantine, bienvenue dans le nihilisme de cette fin de siècle. Putain de bordel. En 1986, refroidi par le semi-échec de sa seconde wave, Mattel décide de ne pas commercialiser la dernière gamme aux États-Unis. Il renvoie donc les stocks en Europe. C'est ainsi qu'en France nous aurons droit à Elector, à Constructor ou encore à Iceberg, des figurines inédites outre-Atlantique, ce qui en explique les prix. C'est ainsi que mourut la gamme Secret Wars. Il faudra attendre 1989, alors en pleine effervescence autour du Batman de Burton, pour que les petits Américains voient sur leurs écrans un pilote nommé Pride of the X-Men. Bien que doté d'une animation léchée, signée par nul autre que la Toei Animation, ce premier essai fut un échec. Seul un pilote, inédit en France, sera produit. Les fans grincèrent des dents devant les choix plus que douteux, Wolverine se voyant doté d'un gros accent australien, malgré le côté plus que canadien du personnage. Oui, pour ceux qui l'ignorent, le nom même de Wolverine est un hommage à ce petit carnivore d'Amérique du Nord qu'on appelle en français le carcajou, et qui est d'ailleurs reconnu comme étant l'un des animaux les plus furieux d'Amérique du Nord. Mais là non, il fait des blagues sur les kangourous. Un couteau, ça. Ça, c'est un couteau fixe. 1989, année noire pour Marvel, qui non seulement verra Batman poulain de son principal concurrent caracoler au box-office, mais sera surtout vendu à Ronald Perlman, un mania de la finance, adepte des gros cigares et de la chasse aux trombones gaspillés. Souhaitant suivre l'exemple de la distinguée concurrence, dont le Bat Merchandising avait submergé les rayons des magasins du monde entier, Perelman chercha à prendre sa part du gâteau. Après avoir contacté quelques grands fabricants qui se montrèrent frileuses, Marvel finit par faire affaire avec Toy Biz, un nouveau venu sur le marché jusque-là malchanceux. Cette marque, d'origine canadienne, venait de subir un sérieux impair avec des figurines de Chauve Burton tellement laides qu'elle lui avait valu une rupture de contrat. Une gamme adaptée des héros d'ici avait fini par enfoncer le clou avec de simples copies des jouets dont nous parlions plus tôt. Mais Toy Biz peut compter sur un atout, en la personne d'Isaac Perlmutter. Oui, cet homme d'affaires israélien est avant tout l'ancien dirigeant de Coleco, Coleco qui distribuait les poupées Cabbage Patch Kids, dont nous avons parlé dans absolument toutes nos vidéos en fait. Mais bon, Perlmutter, c'est l'exemple même de l'homme d'affaires secret. Cette photo date des années 80 et c'est la seule qu'on connaisse de lui. Ce type est pire que mystique!
Dès 1990, Toy Biz sort ses premiers héros Marvel, avec un assortiment regroupant des héros et des ennemis populaires. Mais aussi bien finition que côté accessoires, on est dans le minimum syndical. Du côté de Marvel, le problème était double. Non seulement les ventes de comics continuaient de baisser, mais surtout le marché secondaire devenu prépondérant leur échappait. Les médias s'étaient longuement attardés sur les fortunes gagnées par quelques collectionneurs patients, et comme de coutume chez l'oncle Sam, la machine s'emballa. De très nombreux acheteurs se mirent à spéculer sur la valeur à venir de leur collection. Les éditeurs inondèrent le marché de couvertures variantes, de gimmicks et d'autres comics scellés dans des sacs plastiques, garantissant ainsi sa fraîcheur et donc sa valeur dans le temps. Et oui, un sachet fraîcheur pour comics, ça existe, regarde, tu l'ouvres, et pouf, il est plus frais, c'est foutu. Les collectionneurs sont-ils vraiment humains? Sans oublier que le syndrome Secret Wars fait son office, avec des histoires complètement abracadabrantesques, qui s'entremênent parfois dans 4 ou 5 publications, chose quasiment impossible à suivre pour un enfant qui n'a souvent que très peu d'argent de poche. Pour marquer l'année 91, l'éditeur va s'offrir les talents d'un jeune prodige du dessin, Jim Lee. Et non, il n'y a aucune parenté. Le jeune homme qui n'a alors pas 30 ans va rebooter les X-Men dans un style qui fera date. Adepte des biceps, des triceps, des deltoïdes et de tout un tas de muscles qui n'existent pas, Jim Lee va totalement moderniser l'école des surdoués du professeur Xavier. L'éditeur sort les grands moyens et publie pas moins de 5 couvertures différentes pour le lancement de ce reboot. Et ils vont en vendre 8 millions d'exemplaires. 8 millions! 8 millions. Et pour une fois, le marketing X-Men est au rendez-vous. Les figurines sont pour certaines un peu cheap, dans des costumes repris non pas de l'ami Jim Lee, mais de ceux de Factor X. Mention spéciale à Cyclope, qui a les yeux qui s'allument, mais à qui on a ajouté un truc bleu. Ah, c'est un morceau de Cérébro et ça sert à rien. Mais elles ont au moins la qualité d'être très proches de celles de la concurrence, permettant aussi une certaine uniformité dans deux univers, et les gens aiment ça, l'uniformité. Dans la foulée, la Fox, qui n'a pas oublié le pilote de 1989, commande une série adaptée, qui paraîtra en 1992, en même temps que l'adaptation de Batman. Ah ouais, on savait vivre à l'époque. À la production, on trouve un certain Avi Arad. Ce directeur artistique, qui produira plus tard les Spider-Man de Sam Raimi, va faire le choix de ne pas simplement adapter ses nouveaux X-Men, mais plutôt de garder ses designs modernes en revisitant les grands classiques issus de 30 ans de publication. Il récupère quand même le jeune Gambit, apparu seulement 2 ans plus tôt dans le Marvelverse. Et surtout, Avi Arad et son patron vont négocier avec Marvel un contrat de licence. En échange de 46% des actions de Toy Biz, ils récupèrent l'intégralité du catalogue de Marvel. Ainsi est né un des géants du jouet. Toy Biz a alors un boulevard pour fabriquer encore et encore des Griffus dans de trop nombreuses versions. Mais le studio coréen à bas coût, choisi pour l'animation, multiplie les retards, et le premier épisode prévu en 2 parties revient avec plusieurs centaines d'erreurs. Il est reporté une première fois pour être diffusé au format pilote, mais les dernières épreuves ne sont livrées que 5 jours avant la date finale. Et là où Bruce Wayne alignait une qualité d'animation rarement vue, le premier épisode de X-Men fut mis à l'antenne tel quel. Oui, en mode rien à battre. Finalement, c'est début 1993 que commence la série pour de bon, et elle va durer 5 saisons. Et franchement, c'est sans doute l'une des meilleures adaptations de comics jamais produites. Tout d'abord, il ne s'agit pas de one-shot, mais bien d'un feuilleton à suivre, ce qui permettra aux personnages d'évoluer face aux événements. Et puis, comme dit plus tôt, Avi Arad et ses scénaristes vont piocher dans les meilleurs arcs narratifs des enfants du génome. En France, c'est tout d'abord sur Canal+, puis sur France 2, dans l'émission DK TV qu'on retrouvera Jean Grey, le Fauve, le Professeur Xavier, ou encore le Wolverine. Nommé Serval dans la VF, comme à la grande époque des éditions Lug. Le pilote a la bonne idée de nous faire découvrir les héros par les yeux de Jubilé, une jeune adolescente poursuivie par des méchants, mais au pouvoir tout de même assez pyrotechnique. On fait la rencontre des héros bien connus du public, mais aussi de Morph, un personnage très peu usité auparavant. Chose rare pour un dessin animé, Morph va être assassiné dès ce premier épisode, histoire de créer un véritable enjeu. Bien que très peu présent, le personnage marquera les esprits, et il aura surtout droit à sa figurine. Bon, on est sur du super basique. N'imaginez pas qu'on puisse changer des têtes comme chez les Power Rangers de la même époque. Ça permet quelques mises en scène sympas. Magneto a pour la première fois un casque amovible, et surtout, il a de vrais pouvoirs magnétiques. Bon, ses mains donnent l'impression qu'il fait la danse du robot. Tornade est sans doute la plus ratée, non seulement ses cheveux lui donnent un faux air de Mufasa dans le Roi Lion, mais surtout, qu'est-ce que c'est que ces ailes de papillon? Le succès est au rendez-vous et les figurines s'écoulent comme des petits pains. Toy Biz multiplie les sorties avec toujours plus de personnages. Bon, Isaac Permuter contrôle drastiquement les coûts,
Et on aura droit à des repaints parfois très grossiers. Oui, on m'a vendu 2 fois la même figurine, avec un peu de maquillage. Mais côté vente de comics, c'est toujours pas la joie pour Marvel. Une belle brochette d'auteurs populaires venait de partir pour fonder leur propre maison d'édition Image Comics. Et même si les variant cover et les events sont encore et toujours au programme, les lecteurs commencent à se lasser. Le syndrome Secret Wars avait fini par éloigner totalement la frange traditionnelle des lecteurs. Les comic shops, devenus principaux pourvoyeurs de BD, ont mauvaise réputation. Point d'enfants aux doigts poisseux dans ces temples du collector. Surtout que des comic shops, il y en avait beaucoup trop même. Entre 1993 et 1996, 70% d'entre eux vont fermer leurs portes. Le comic shop, c'est un peu la boutique de cigarettes électroniques des années 90. Aujourd'hui, certains comics collector à édition limitée vendus 2 $ à l'époque valent moins d'1 $ aujourd'hui. Bon, c'est bon, moi j'ai tout investi dans Eurotunnel, on n'est pas con non plus. Mais nous y reviendrons en profondeur un de ces 4. Les jouets X-Men sont pléthores, on ne compte plus les versions, les repaints, les rééditions, et franchement, elles sont encore très cool aujourd'hui. Chez nous, le distributeur fera des choix, et on nous retirera certains personnages féminins, mais surtout le professeur Xavier, et son fauteuil volant. Sans doute jugé trop clivant. Et puis franchement, pouvoir mélanger 2 univers, c'est trop kiffant. Bon, certaines avaient des fonctions vraiment what the fuck, comme les Water Wars. Et puis à noter que Spider-Man, dans sa saison numéro 3, aura même droit à une adaptation de l'arc Secret Wars. Bon, une adaptation très libre, mais plutôt sympatoche. Finalement, en 1996, Marvel, qui n'arrivait toujours pas à sortir la tête de l'eau avec une dette qui dépassait le demi-milliard de dollars, finit par se placer en banqueroute. La firme est alors victime de vautours du milieu qui tentent de se servir sur la dépouille. C'était sans compter sur Avi Arad et Per Multer qui se lancèrent dans une longue joute judiciaire jusqu'à obtenir un rachat de leur poule aux œufs d'or. Toy Biz venait de prendre le contrôle de Marvel. Marvel allait maintenant être dirigé par des vendeurs de plastique. Les adaptations animées continuèrent avec le Surfeur d'argent, ou même Hulk, dont le générique est sans doute l'un des plus effrayants du XXe siècle. Non mais regardez ça, c'est quoi? Un cauchemar de Bruce Banner sous acide? Après quelques restructurations, Marvel finit par sortir de l'ornière, Per Multer souhaitant se servir de son gros catalogue de personnages pour produire des films et ainsi s'enrichir avec des produits dérivés. C'est ainsi que naîtra Blade en 98, puis X-Men réalisé en 2000, qui rapportera 296 millions de dollars, et enfin Spider-Man qui engrange 830 millions de dollars 2 ans plus tard. La machine à rêve était lancée. Ce nouveau millénaire verra près d'une quarantaine de films estampillés Marvel en 15 ans, et si Per Multer a revendu la bête à Disney pour la somme de 4 milliards de dollars, c'est en bonne partie grâce aux liens qu'il a su créer avec la génération post-guerre froide. Le plan de Per Multer et Arad a fini par fonctionner. Bah oui, les films Marvel ne sont là que pour nous faire acheter des produits dérivés. Verra-t-on un jour un nouveau syndrome Secret Wars? Ça j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que même si vous n'avez jamais mis le nez dans un comic book, je suis certain que vous connaissez la plupart des personnages que nous avons évoqués dans cette vidéo. Ceux qui, convenons-en, devraient être punis par la loi. Et voilà, je clôture ici ce 9e épisode d'Archeo Toys. J'espère que ça vous a plu. Je tiens à remercier Chris pour son coup de main. Si vous aimez ou non les comics, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, vous y trouverez des conseils de lecture, des dossiers très fouillés, mais surtout un présentateur aussi charmant que sympathique. Comme promis, les jouets que nous avons achetés pour l'occasion seront redistribués à nos tipeurs, donc si vous voulez participer à ce grand mouvement qui nous permet de créer de superbes Archeo Toys, vous pouvez cliquer ici. On va très bientôt atteindre les 5000 abonnés, et ça, c'est vachement cool. Comme vous le savez, c'est vraiment pas facile pour les petites chaînes, on passe toujours en dessous de l'algorithme de YouTube, et ce n'est que grâce à vous qu'on est diffusé, grâce à vos partages. Alors que vous ayez 5 ou 5 millions d'abonnés, n'hésitez pas, partagez partout si vous aimez, sur votre Twitter, sur vos forums, sur vos groupes Facebook, on ne pourra que vous en remercier. Et parce que je suis certain que vous allez le faire, je vais même vous révéler le sujet du prochain Archeo Toys de décembre. Oui, ce sera sur les Tortues Ninja! Eh mais c'est cool, ça je pourrais revenir. Non, parce que tu sais qu'à la base c'est un comics qui parodie Ronin et Daredevil de Frank Miller. Spoil pas! Bon, si vous aimez les jouets, on ne peut que vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil à nos partenaires de Toys Mag, un des très rares sites vraiment sérieux d'informations sur le sujet. Vous pourrez bien sûr retrouver cette vidéo sur les rayonnages de la vidéothèque d'Alexandrie, et on fait un gros bisou à Yudeo qui a eu la gentillesse de nous inclure dans une de ses newsletters. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, bah oui, très vite, c'est Noël, et on a décidé de fêter ça.